Voilà, la petite dame, elle a parlé. On va laisser la dernière personne se connecter. Bonjour Otani, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donc juste modifier votre nom en indiquant votre numéro de département et éventuellement le club ou l'association que vous représentez, s'il vous plaît. Donc, la présentation sera assurée par Rodolphe. Auparavant, je vais laisser la parole à Thomas, s'il le souhaite bien, de façon à ce qu'il puisse se présenter et puis introduire la visio en même temps. Ouais, merci Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. Ça me fait plaisir de venir ce soir là sur tout un cycle de visio auquel j'ai pas forcément participé là avec toutes les présentations qu'a fait la CNS. Donc gros programme chargé en ce moment. Comme disait Sébastien, donc je suis chargé de la vie sportive à l'UFOLEP. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'accompagnement et cette vision globale des CNS dont fait partie la CNS tir à l'arc. Donc j'ai ce volet-là sur l'accompagnement quotidien, hebdomadaire des activités, sur le développement aussi et sur l'accueil de nouvelles pratiques. Là, ce soir aussi, on est sur une nouvelle pratique. Ça fait quelques mois, il me semble, Rodolphe, qu'il y a déjà une association qui sollicitait sur ce sujet. Donc, je vais redécouvrir aussi, hein. J'ai vu les documents bien fournis, il y a de quoi faire. Donc voilà, je laisse la main à Rodolphe sur cette présentation qui sera bien complète. Merci Thomas. Effectivement, on a entamé des cycles de webconférences depuis maintenant le début de la reprise des activités en octobre. Et on a un rythme assez régulier qui est quand même toutes les 3 semaines d'une webconférence. Donc c'est assez dense. Ça nous demande beaucoup de travail parce qu'en fait, c'est beaucoup de préparation aussi à faire. Alors beaucoup pour l'instant ont été sur l'information. Et là, on a un club un département qui nous a sollicité, c'est le département du 82, pour essayer de voir si l'activité lancée de couteaux et de haches pouvait se mettre en place à l'UFOLET. Donc, on a essayé de regarder ça un peu de plus près et de surtout travailler avec eux. Alors, je voudrais laisser la parole à Florent, qui en fait est la personne du club support pour l'instant qui a travaillé avec nous sur l'élaboration des documents. Alors déjà, le remercier chaleureusement parce que c'est lui qui a fourni le plus gros du travail en faisant un travail de recherche sur tout ce qui pouvait exister et ce qu'on pouvait utiliser. Donc ça, c'est fait. Il a fait un super travail. Et après, nous, on a essayé au niveau de la CN de reprendre les éléments qu'il nous avait fournis et d'essayer de le transcrire du mieux qu'on pouvait pour que ça puisse être adapté et sécurisé pour nos pratiques en club. Voilà, donc je laisse la parole à Florent pour expliquer un petit peu sa démarche. Okay. Merci Rodolphe. Bonsoir à tous. Donc, je suis le trésorier du club ATG, Association de tir grisolaise, et on voudrait intégrer un peu plus de sport de tir mécanique dans la région et dans toutes les autres régions si ça peut les dépanner. Et voilà, donc j'ai contacté Stéphane Boucreux, qui est le vice-champion de France en Bretagne, de lancer de couteau, qui m'a... Quand tu disais, Rodolphe, que j'avais fait beaucoup de boulot, c'est plus à lui c'est lui que je devrais remercier plutôt. Et voilà, c'est au niveau papier, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Il y a juste à peaufiner 2-3 détails avec vous ce soir. Mais sinon, voilà, on était intéressés par ça et peut-être prochainement pour le lance-pierre, où j'ai déjà eu quelques contacts par des champions. Et la parole au délégué Frédéric qui a fait plaisir de nous rejoindre parce que c'est rare d'avoir des délégués avec nous. Donc on le remercie, moi je le remercie chaleureusement déjà de passer du temps en soirée. Donc généralement c'est hors temps de travail, hein, mais en soirée avec nous sur une présentation comme ça et d'accueillir, d'avoir la volonté d'accueillir une nouvelle pratique dans son département, c'est très bien. Donc merci Frédéric et à toi la parole. Merci. Bonsoir à tous.
Ouais, donc je suis Frédéric, le délégué du Tarn-et-Garonne. Donc c'est vrai que moi, Florent, je l'ai connu, c'est la deuxième année qu'ils sont affiliés à l'UFOLEP. Et c'est vrai que rapidement, il m'a parlé de la volonté du club de développer ces nouvelles activités. Après, du coup, je me suis rapproché d'Isabelle Chussot et et je me suis mis aussi en contact avec c'est Sébastien par mail où on a échangé. Et c'est vrai qu'après, j'ai envie de dire le gros du travail, c'est quand même le club qui l'a fait, quoi. Après, c'est vrai que soutenir de nouvelles activités, surtout dans le contexte actuel, c'est important, je trouve. C'est pour ça que je tenais à être là ce soir. Et Aurore, la présidente de l'UFOLEP, devait être là. Je pense qu'elle a dû avoir un empêchement professionnel. Très bien, merci. Merci à vous deux d'avoir pris la parole et d'avoir présenté un petit peu le pourquoi de l'activité. Alors nous, on essaye de répondre à la CN Tir l'Arc et Sarbacane, on essaye de répondre au plus près des demandes des clubs et du terrain. En fait, on essaye de répondre aux besoins que vous pouvez avoir. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur cette pratique. Alors, on a travaillé ça, bien sûr, avec en CN, mais aussi avec les permanents nationaux, nos directeurs techniques nationaux, avec Pierre Chevalier, qui est le directeur technique national, et avec Isabelle aussi de Le Chusseau, qui est la directrice adjointe en charge des disciplines, comme la nôtre. On a fait une petite visio ensemble vendredi avec Sébastien pour s'assurer du contenu de ce soir et puis de la présentation et du développement de l'activité. Parce qu'un des plus gros soucis qu'on a sur une pratique comme le couteau et la hache, c'est le côté sécurité. Ça, vous en êtes conscients, je pense, tous. Donc, c'était là où on va avoir notre patte à ajouter, disons, à ce qui existe actuellement sur le terrain. Donc, on va lancer la présentation, la petite présentation qu'on a fait, puis après, on partira sur des temps d'échange ensemble si vous avez des questions. À toi, Sébastien. Normalement, c'est partagé. Vous devez le voir, normalement. Oui, on le voit, oui, tu peux Ok. maintenant avancer. Ouais. Donc, on est heureux, bien sûr, de vous accueillir pour cette webconférence. Et donc, là, je reprends les informations que je viens de vous donner. Donc, le Tarn-et-Garonne nous a sollicité et le club d'ATG, le club de Grisol, plus particulièrement, pour pouvoir travailler sur le lancer de couteaux et de haches. Au départ, on s'est dit, tiens, bah, c'est pas de problème, on va pouvoir le faire en même temps que le tir à l'arc et la sarbacane, parce que c'est la même chose, c'est les mêmes consignes, les mêmes bases de sécurité, donc on va pouvoir le travailler ensemble. En fait, on s'aperçoit que la sécurité pour des armes blanches comme ça, c'est vraiment primordial et ça va être très compliqué de pratiquer les disciplines de lancer comme ça avec le tir à l'arc et la sarbacane. Ça sera vraiment une activité qu'il va falloir sortir de nos pratiques tir à l'arc et sarbacane. Ça peut être fait dans le même club, bien sûr, mais pas en même temps, parce qu'au niveau sécurité, c'est vraiment très, très compliqué à mettre en place. Et ça demande beaucoup d'espace, en fait. Donc, une pratique réglementée avec des règles donc, de sécurité, un lieu de pratique adapté, parce qu'il faut beaucoup d'espace, un encadrement rigoureux, parce que alors là, vraiment, il faut vraiment pas passer à côté de ça. Et un matériel en parfait état, ça c'est une évidence pour la sécurité de tout le monde et surtout des pratiquants. Voilà, c'est le point qu'on a voulu, et un règlement adapté bien sûr au public et à nos pratiques. Parce que ça c'est un point important que Pierre Chevalier nous a rappelé, c'est qu'on est de toute façon très conscient de ça, mais à l'UFOLEP, on veut pratiquer les choses d'une manière un peu adaptée à notre public, adaptée à notre, comment dire, je veux dire à notre ADN, c'est pas un mot que j'aime trop, mais disons à tout ce qu'on a comme vécu, le côté sport populaire, sport d'éducation populaire, doit aussi se ressentir à travers nos activités et nos pratiques. Donc à ce sujet, on a mis en place 2 documents support. Un qui reprend donc la sécurité et la pratique des couteaux et des haches, et le deuxième qui reprend plus la réglementation et les différentes
différents concours qu'on peut mettre en place en lancer de couteau. Alors là, on va reprendre un petit peu les différentes armes, enfin, qu'on appelle des agrès, qui peuvent être utilisées pour le lancer de couteau et de hache. Donc, vous avez les couteaux, hein, les haches que vous avez complètement à gauche en haut, les shurikens, donc qui sont en fait ce qu'on appelle plus communément les étoiles de ninja, et les haches, donc que vous voyez sur l'image à droite. En fonction des âges et des sexes, on va avoir des tailles différentes, des poids différents, pour que ça puisse être adapté, bien sûr, à toutes les personnes. Après la ciblerie, alors on est vraiment sur une ciblerie spécifique hein, par rapport au couteau, par rapport au tir à l'arc et à la sarbacane, parce que là on est vraiment sur du bois brut. Donc si vous avez, alors selon les tirs, les types de tirs qui sont proposés, vous avez des cibles, il y a 3 visuels, une cible avec un seul visuel et une cible un peu plus de jeu qu'un cristal. Donc voilà, c'est le type de cible que vous pouvez avoir. Mais si vous remarquez bien, ce sont du bois, et c'est du bois qui est très très épais. Donc ça demande des chevalets qui soient très robustes, enfin des supports de cible qui soient vraiment adaptés pour ça. La pratique en elle-même, donc on a le lancer de couteau, donc là vous voyez ce que ça donne. Avec des terrains, donc on a mis en place des règles bien spécifiques au niveau de la sécurité. Donc on a fait des schémas qui, alors dans un premier temps, ça peut vous paraître un peu confus parce que on voit apparaître, par exemple, première zone de tir, deuxième zone de tir, troisième zone de tir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des distances différentes en fonction de chaque lancer. Donc, c'est-à-dire qu'on va reculer au fur et à mesure, selon les rencontres, bien sûr, et les règlements, mais la base, donc la pratique de base, c'est une pratique qui se fait avec des reculs. Et on n'est pas sur une ligne de tir comme au tir à l'arc ou à la sarbacane, c'est-à-dire on se met, le tir à l'arc, on chevauche la ligne. Là, on est derrière une ligne et on peut reculer un petit peu. On a 1 mètre en fait entre entre la ligne de tir. Tu m'arrêtes, Florian, si je dis des bêtises, hein, parce que toi, tu es plus habitué. On peut reculer pour justement adapter son lancer de couteau. Vous voyez, là, le couteau, normalement, il doit arriver bien droit. On le voit sur le dessin du dessus, il doit arriver bien droit, bien parallèle au sol. Mais en fonction de la distance exacte où on est, le couteau va se retrouver plus ou moins droit. Donc, on va reculer. On ne peut pas avancer parce que la ligne représente la distance minimale, mais on peut reculer jusqu'à 1 mètre pour justement pallier à ça et faire que la rotation soit bien complète et que le couteau soit bien parallèle au sol. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez une zone de tir et non pas un pas de tir comme on a au tir à l'arc. C'est une des particularités qui fait que pour la sécurité, on ne va pas pouvoir pratiquer en même temps que le tir à l'arc parce qu'on ne va pas se retrouver sur la même ligne. Donc c'est aussi un des points qui justifie de cette différence. Après, il y a la législation, parce qu'on est sur une arme blanche, donc une arme veut dire qu'à un moment, il faut faire attention, il faut se contraindre à certaines réglementations. Alors déjà, la réglementation concerne les achats, l'acquisition, parce un mineur ne peut pas l'acheter, donc il faut être majeur pour pouvoir acheter une arme de catégorie D, puisque le couteau est une arme de catégorie D. Hein, et donc, ça veut dire qu'un mineur ne peut pas acheter son matériel, un majeur après peut l'acheter et faire pratiquer un enfant, donc son propre enfant. Et ça, il va falloir qu'il lui donne une autorisation. Comment dire après, pour le transport, c'est pareil. Le transport se fait pas n'importe comment. Le couteau doit être rangé dans c'est dans un étui ou dans une valise ou dans une mallette, enfin, quelque part qui ne se doit pas directement à portée de main dans le véhicule dans lequel on se déplace. Et alors, normalement, la loi préconise que pour ce type d'arme, il faut qu'on ait un justificatif, il faut qu'on puisse justifier de son transport. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas se promener dans la rue comme ça, avec son couteau de lancer dans la poche en disant je me promène et je l'ai toujours avec moi. Non. Il faut qu'on puisse justifier, alors soit d'une pratique régulière, c'est-à-dire d'une licence sportive, ou alors d'être à minima adhérent dans une association pour pouvoir se déplacer pour aller à l'association. Mais là, après, c'est au bon vouloir des forces de police. Et le fait d'avoir une licence, ça garantit quand même de ne pas avoir de problème parce qu'on a une licence sportive, comme quoi on pratique bien cette discipline. Donc la réglementation reprend donc les agrès aussi. La ciblerie, donc là on va vous donner des détails avec les différentes zones de tir, les tailles
des supports pour les cibles, la taille des cibles en elles-mêmes, etc. En fonction des rencontres, parce que vous apercevrez qu'en fonction des rencontres, la ciblerie est différente. Elle reprend aussi donc les zones de tir, donc là, ce qu'on vient de voir avant. Il y a des redites dans les deux documents, mais c'est vraiment pour bien appuyer sur les choses importantes. Et les épreuves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les épreuves classiques de précision, en l'occurrence, il y a celle où on va reculer, on commencera à tirer dans la première zone de tir, puis dans la deuxième, puis dans la troisième zone de tir. Les épreuves classiques en mode reculé aussi, qui existent. Des épreuves de lancer longue distance, des épreuves multipoints, des épreuves de vitesse et duel cup, le triskel, c'est une petite erreur là, c'est pas triskel, c'est triskel, et épreuve de challenge club qui regroupe plusieurs participants, hommes et femmes, pour un même concours. Alors, on voulait attirer votre attention, c'est sur le fait que ce sont des documents de travail. On n'a pas, nous, la compétence aujourd'hui, parce qu'on n'a pas assez de recul et pas assez d'expérience, pour pouvoir dire c'est les règlements qu'on met en place pour les 10 ou 15 prochaines années. Ce qu'on veut, c'est mettre en place des documents qui permettent de commencer l'activité, de lancer la pratique au niveau de toutes les associations sur le territoire, et ça en toute sécurité. Mais par rapport à ça, nous, ce qu'on veut, c'est réadapter les règlements en fonction de nos valeurs et nos objectifs pédagogiques. Et donc, par rapport à ça, on va faire appel à vous. Et on voudrait monter un groupe de travail, qu'on appellerait groupe de travail dans ces couteaux et de haches, qui regrouperait les volontaires de tous les clubs pratiquant l'activité pour leur permettre de donner leur point de vue et leur expérience, leur retour d'expérience, et réajuster les documents supports de la pratique du lancer de haches et de couteaux. Parce qu'en fait, là, on a abordé grosso modo les règles de sécurité et les règles de matériel, mais il faut vraiment tout remettre à plat au niveau des rencontres. Vous verrez, il y a énormément de rencontres qui sont proposées. Est-ce qu'il y a besoin de toutes ces rencontres-là? Est-ce qu'il ne faut pas adapter aussi des rencontres par rapport à nos particularités? C'est que nous, on a énormément d'enfants qui pratiquent nos sports, donc nos disciplines sportives. Donc, intégrer peut-être un peu mieux une pratique familiale ou une pratique avec des jeunes, ça serait aussi intéressant. À aujourd'hui, en décision avec l'équipe nationale, on a décidé de ne pas ouvrir la pratique à des moins de 13 ans. Ça, pour l'instant, on a mis la barre à minimum 13 ans pour pouvoir pratiquer ces disciplines. Éventuellement, on pourra repenser ça et retravailler avec des jeunes, les licences enfants, c'est possible, à partir du moment où on va avoir un apport pédagogique et un support qui sera bien, qui cernera bien les besoins de cette tranche d'âge. Donc pour l'instant, on a préféré rester un peu plus sobre et partir que sur une pratique à partir de 13 ans. Donc, à la fin de cette webconférence, s'il y a des gens qui sont volontaires, on va leur demander de s'inscrire, entre guillemets, pour pouvoir rentrer dans ce groupe de travail. Et après, le groupe de travail, au fur et à mesure qu'il va s'étoffer, on va essayer d'avancer sur, et que la pratique va se développer, on va essayer d'avancer pour produire quelque chose de vraiment complet et qui puisse apporter toutes les solutions et tous les questionnements que les clubs peuvent avoir. Donc, le groupe de travail, on va lui demander de travailler sur valider, amender et modifier les règlements actuels, c'est clair. Mettre en place une réglementation pour tous, c'est-à-dire en tenant compte aussi de nos différences d'âge et de sexe. Et organiser la pratique, c'est-à-dire mettre aussi en place des rencontres, voire nationales, pourquoi pas, en fonction du nombre de pratiquants qu'on va pouvoir développer. Et aussi tout ce qui est organisation d'un corps d'officiels et d'un corps d'animateurs. Ça, c'est important, donc ça veut dire qu'il va falloir aussi créer derrière des supports pédagogiques pour pouvoir encadrer toutes ces formations-là. On n'en est pas encore là, mais il va falloir commencer à y réfléchir. Et des supports pédagogiques pour l'enseignement aussi de ces pratiques-là dans nos associations. Voilà, donc un vaste travail pour le groupe de travail, pour le groupe technique qui va vouloir travailler dessus parce que ça prend vraiment tout horizon, cette discipline. Alors, ces supports-là, vous les retrouverez sur le site de la PSL.
dans le dossier, alors là, il y a une petite erreur, c'est un copier-coller de ma faute, c'est une erreur de ma part. C'est pas dans le dossier formation, mais dans le dossier couteau et hache, hein, donc qui est sur le site de la PSL. Alors pour l'instant, c'est des documents qui sont labellisés, enfin qui sont marqués comme étant édités en janvier. On en a édité là plus récemment, on va les mettre, j'ai besoin d'aller voir, là, ça n'a pas encore été mis, mais la personne qui s'en occupe devrait les mettre demain. Donc demain, vous pourrez télécharger les 2 documents support qu'on a mis en place et qui sont marqués avec comme fin de nom février 2022. Voilà. Et vous pourrez aussi télécharger cette webconférence sur la chaîne YouTube de la CNS. Et c'est pareil, on va vous remettre le lien et sur le site de la PSL, pareil, dans l'onglet couteau et hache, vous aurez le lien pour pouvoir aller le chercher sur la chaîne YouTube de la CNS. Et bien sûr, le PowerPoint de ce soir va pouvoir aussi être mis dessus. Donc, vous aurez toutes ces informations. Si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous avez mes coordonnées, parce que pour l'instant, on n'a pas de référent sur le couteau et les haches au niveau de la CNS, mais c'est moi qui, pour l'instant, regroupe le travail qui a été fait sur ce secteur-là. Et donc, voilà, vous pouvez me poser vos questions, il n'y a pas de problème. Je verrai avec mes collègues pour qu'on vous donne une réponse adaptée. Voilà. Merci d'avoir bien voulu m'écouter. Et puis, donc maintenant, place à vous et à vos questions. Juste un petit truc, Rodolphe, sur les cibles que tu as montrées sur le PowerPoint. Il n'y a pas de cible planche ou cube. Non, mais là, j'ai montré 3 exemples. C'est pas la totalité des supports qu'il y a, parce que vous verrez, les 2 documents, un fait une dizaine de pages et l'autre doit faire une quinzaine de pages. Donc, dedans, vous avez tous les supports qui existent. Et c'est pareil, je vous dis, pour moi, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a au moins 10 compétitions, enfin 10 rencontres différentes qui peuvent être organisées. Je trouve que faire la pratique, pour l'avoir fait lire à des personnes qui ne connaissaient pas la pratique, les gens ont du mal à se repérer et à se reconnaître dedans, et à comprendre à quoi ça correspond exactement. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus de simplification. On n'est pas obligé de faire ce qui se fait ailleurs, hein. L'objectif, il n'est pas forcément là. L'intérêt, c'est peut-être justement d'aller chercher nos particularités à nous à l'UFOLEP, hein, c'est-à-dire peut-être d'aller travailler sur des éléments qui sont plus regroupant les personnes plutôt que d'amenant à des tirs individuels ou des choses comme ça. Donc, il faut voir un peu les particularités qu'on peut essayer de mettre en place. Donc, voilà un document, là, Sébastien vous passe un des documents qu'on a fait. Donc, vous voyez, toutes les cibles apparaissent. Hein, et donc, il y a 2 documents. Donc, j'ai essayé de mettre, il y a des éléments qui apparaissent dans les 2 documents. Donc, ne vous inquiétez pas si là, vous ne l'avez pas vu. Si Florent, tu n'as pas vu les cibles cubiques, tu les as dans l'autre document. Voilà. Donc, ce qu'on a essayé, c'est pour l'instant, c'est de tout recenser, tout ce qui existait. Mais il y a certainement des choses à édulcorer. Il faut essayer, pour ça, il faut qu'on le pratique. Voilà. Donc, il vaut mieux partir de ça. On a ce support-là qui existe. On a cette trame. La priorité, ça a été de faire attention à ce que la sécurité soit bien respectée et qu'il n'y ait pas de mise en danger, qu'il n'y ait pas du tout de mise en danger. Donc, on a rehaussé par rapport aux documents qu'il nous a envoyés, on a rehaussé le côté sécuritaire en augmentant les distances de sécurité sur les côtés, en latéral, en augmentant les distances de sécurité derrière le pas de tir, en mettant des zones de sécurité aussi sur l'avant du pas de tir, entre les zones de tir et les zones d'attente pour les tireurs, etc., etc. Donc, on a essayé de garantir une sécurité absolue, il n'y a jamais de 100%, mais vraiment très, très importante pour une pratique ouverte à tous. La chose qu'on rappelle bien, c'est que c'est systématiquement fait sous la surveillance d'une personne. Contrairement aux tirs à l'arc et à la sarbacane, où généralement on fait de l'auto-sécurisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément quelqu'un qui dirige le pas de tir. Les anciens disent allez aux flèches, et puis maintenant on début des tirs.
Là, il y a une personne qui est dédiée qu'à la sécurité, même pendant les entraînements. Donc, on dédie une personne pour dire maintenant vous pouvez tirer, maintenant on arrête de tirer, on va au résultat, etc., etc. Cette personne-là ne pratique pas pendant ce temps-là. On ne peut pas jouer là-dessus. Là, c'est trop dangereux. Donc, on a, pour l'instant, en tout cas, comme on ne connaît pas assez la discipline, on a préconisé ces directives-là. Après, on verra, ça sera quelque chose qui sera adapté à voir dans le temps avec nos pratiques. Et voir effectivement si c'est nécessaire ou pas. On a préféré faire peut-être un petit peu trop aujourd'hui. Il vaut mieux faire plus que pas assez. On est parti là-dessus. Je peux poser des questions? Bien sûr. Sur un pas de tir, vous avez prévu combien de tireurs? Alors, les gens tirent normalement en individuel, c'est-à-dire que c'est chacun son tour. Voilà. Sauf qu'on peut mettre plusieurs cibles en même temps, avec un espace de 4 mètres entre chaque tireur. Tout ça sera indiqué. C'est indiqué dans les plans, vous avez les schémas que vous avez vus. Il y a systématiquement 2 cibles qui sont mises, donc, Oui. et avec l'espace qui est bien marqué entre les deux. Donc, il y a 4 mètres entre chaque, c'est pareil, on a augmenté, enfin, non, on a gardé la même distance, mais on demande à ces 4 mètres entre chaque pratiquant. Donc, ça veut dire qu'il y a un pratiquant par pas de tir et 4 mètres entre 2 pratiquants. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment là, sécurisé, 4 mètres. 4 mètres quand même, oui. C'est voilà. En sachant que les premiers tirs se font à une distance de 3 mètres. Donc, c'est relativement proche en distance. Ouais. Donc, ça veut dire qu'un couteau, par exemple, qui est mal tiré, peut rebondir. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une distance entre chaque pratiquant pour que, en cas de rebond de l'arme, que la personne qui va tirer, elle le verra venir, donc elle va pouvoir réagir relativement facilement. Mais quelqu'un qui est à côté, il faut qu'il soit bien espacé pour qu'il n'y ait pas de risque que ça puisse lui arriver sur lui en rebondissant. Vous avez dit également que la distance maximale était de 15 mètres. Non, derrière le pas de tir, on a assuré une distance de 15 mètres. Derrière le pas de tir. Derrière la ciblerie, une distance de 15 mètres. Oui. Je suis mal exprimé. C'est-à-dire que depuis la cible, soit il y a une butte naturelle derrière, par exemple un mur en béton. Voilà. Donc là, on peut le mettre à 0, on peut mettre la cible contre. Mais s'il n'y a rien, on est sur un terrain extérieur, par exemple, il n'y a rien derrière, il faut qu'il y ait 15 mètres de dégagé derrière. D'accord. Avec, sur les côtés, 5 mètres de chaque côté et 15 degrés et une ligne qui parte depuis la cible, la ligne de cible, et qui part sur 15 degrés sur les côtés. D'accord. Comme sur le pas de tir à l'arc, en fait. Un pas de tir à l'arc extérieur, c'est pareil. On a, je crois que c'est 5 ou 10 mètres de chaque côté des cibles. Et après, on a une ligne qui part avec 15 degrés depuis la cible jusqu'à l'infini. Voilà. Donc là, c'est pareil. On a gardé cette même règle. Pour le coup, là, on a pu faire des parallèles avec le tir à l'arc et la sarbacane là-dessus. Est-ce que vous avez travaillé pour pondre tout ça? Est-ce que vous avez travaillé avec la police ou l'armée? Non. Je vous dis ça parce que bon, moi, je tire avec les CRS et on nous oblige pour le port, parce que c'est quand même une arme blanche, on nous oblige de le mettre dans une valise fermée avec un cadenas quand on le transporte. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le transport est réglementé, donc il faut que ça soit mis dans un support qui soit fermé, qui ne soit pas accessible depuis le véhicule. Alors après, le fait que ce soit cadenassé, ce n'est pas précisé dans la loi. Donc ça, c'est à la bonne discrétion, parce que pour information, on a le même problème avec le tir à l'arc. La loi, un arc ou un couteau, c'est une catégorie D tous les deux. Ouais, pareil. C'est exactement la même chose. Ouais. Aujourd'hui, une arme, normalement, quand elle est transportée, elle doit être démontée. C'est ça. Ou alors, mais alors, je voudrais bien comment on fait avec un arc à poulie. Oui, mais là, ce n'est pas possible. Mais par contre, une arme ne peut pas être démontée si vous mettez la sécurité. Oui, mais un arc à poulie, il n'y a pas de sécurité. L'arc à poulie, non, mais par contre, vous pouvez mettre les flèches ailleurs. Et alors voilà, normalement, on ne doit pas transporter l'arc avec les flèches. Les flèches doivent être transportées ailleurs, tout à fait. Exactement.
Voilà, non, on est bien d'accord. Après, il n'y a pas dans le texte de loi, il n'y a rien qui précise qu'il doit y avoir un cadenas. C'est précisé que les armes doivent être dans un rangé, protégé, et que ne puissent pas être accessibles facilement. C'est ça. Quelque chose qui doit normalement permettre de voyager et de les amener sur le pas de tir, enfin sur le lieu où on doit pratiquer, en toute sécurité, sans que ça soit à la vue et attrapé, enfin, que ça puisse être attrapé par des personnes qui ne devraient pas les avoir entre les mains. Ça, c'est clair. Voilà. Et c'est bien pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que l'intérêt d'être licencié dans un club, c'est vraiment fondamental pour nos pratiques, hein, pas que pour le lancer de couteau, mais aussi pour le tir à l'arc et la sarbacane, puisque comme ce sont des armes, le fait d'avoir une licence sportive dans cette pratique sportive-là nous permet, disons, de pouvoir transporter notre matériel. Chose que, si on n'a pas de licence sportive, c'est au bon vouloir des forces de police de le tolérer. Hein. Vous allez faire des formations quand même pour les personnes qui doivent encadrer. Alors pour l'instant, le problème c'est que comme on débute, on vient partir de zéro, donc pour l'instant, on n'a pas pu mettre en place de programme pour créer un pôle formation et avec des animateurs et des officiels. Donc pour l'instant, on débute juste. Donc il faut nous laisser un petit peu le temps de mettre ça en place. Mais au fur et à mesure du développement de l'activité, bien évidemment, comme pour le tir à l'arc et comme pour la sarbacane, on mettra un plan de formation en place, aussi bien d'animateurs que d'officiels. D'accord. Chose qui, alors pour information quand même, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle en France, alors qu'il y a plein de pratiquants, dont certains faisant partie d'associations, je dirais, non fédérées sur une fédération comme la nôtre, hein, mais qui sont des associations qui tirent d'une manière libre de leur côté, quoi. Et eux le font sans avoir de personnes formées et sans plan de formation du tout. On a le même cas sur la sarbacane, je fais toujours le parallèle, parce que la sarbacane est pratiquée par plein de personnes en France, et il y a une dizaine de fédérations aujourd'hui en France qui pratiquent la sarbacane de manière plus ou moins importante. Donc, à l'heure actuelle, l'UFOLEP est la seule fédération à avoir mis en place plan de formation, aussi bien d'animateurs que d'officiels. C'est ça, oui. D'accord. Donc, à partir du moment où nous, on voit qu'il y a un besoin de former des gens, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui lancent l'activité et qui la pratiquent, on mettra, de toute façon, il n'y a pas de problème, on mettra en place un plan de formation d'animateurs. Moi, je suis très intéressée pour mon club pour justement le mettre en place. Voilà. Parfait. Faudrait, si après vous avez la possibilité de me renvoyer un petit mail avec toutes les informations vous concernant, ça m'intéresse. Et puis si vous voulez rentrer dans le groupe technique de travail sur justement ces aspects-là, voilà, il n'y a pas de problème, vous serez la bienvenue. Merci. Vous êtes de quel club? Pardon? Vous êtes de quel club? Les Archipénois à Marseille. D'accord. Mirabeau. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Rodolphe, juste une petite remarque sur le transport des armes. Si c'est dans un sac, il faut que les couteaux soient dans leur étui. Et si par contre tu les mets dans une caisse à outils ou une caisse comme ça, tu n'es pas obligé de mettre l'étui. Par contre, Monsieur Boucreux me disait qu'il faut absolument qu'on n'a plus les couteaux sur nous. Ils sont dans la caisse et la caisse est fermée à clé. Donc, le cadenas, c'est à prendre en compte. C'est ça. Pour un sac en tissu aussi. Alors l'idée, effectivement, c'est le mieux, hein, c'est que ça soit fermé à clé, c'est clair. Ça évite tout problème de personnes, même rien que, je pense pas forcément à des gens qui veulent du mal, mais même simplement des enfants qui, on est sur une manifestation, on a les agrès qui sont posés à côté de notre siège pour pouvoir attendre de passer en concours. Un enfant passe par là et voilà, il peut ouvrir une mallette et regarder dedans et puis faire un geste malencontreux avec. Donc, pour éviter tout ça, c'est sûr que l'idéal, c'est de bien sécuriser tout et donc de le fermer pour que ça ne puisse pas être accessible à qui que ce soit. C'est clair. C'est sûr. Mais après, je te dis, dans le texte en lui-même, ce n'est pas précisé ça. Après, c'est des gestes de logique et
et intelligent, mais pour la sécurité de tout le monde, mais ce n'est pas précisé noir sur blanc. Mais il faut le mettre en place, ça c'est sûr. Ouais. Les lames, elles font combien du couteau? Alors les lames, il y a différentes tailles. Alors je ne les ai pas forcément là en tête, mais Sébastien va pouvoir nous remettre le document. On a mis en place, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 3 possibilités de taille en fonction de l'âge. Voilà. Donc, parce qu'on va accepter donc on va différencier. Voilà, donc là c'est sur les couteaux, par exemple, voilà, on a mis. Ah tiens, c'est bizarre, la version, il y a encore les moins de 13 ans, donc ça faudra le supprimer, Sébastien. On a oublié de l'enlever, là, voilà, cette partie-là. Ouais. Donc pour les jeunes, on a pour les jeunes de 13 à 16 ans. En fait, on a pris cette tranche d'âge-là de 13-16 ans, c'est par rapport aux licences, à nos licences sportives. À partir de 17, on passe sur des licences adultes. C'est pour ça qu'on est sur les catégories 13-16 ans. Longueur totale entre 10 et 22 cm. Pas plus de 5 cm de large et un poids entre 40 et 220 grammes. Pour les adultes, après, on passe à entre 20 et 40 cm et pas plus de 6 cm de large avec un poids entre 60 et 400 grammes. Par rapport à ce qui existe et ce qui est pratiqué dans d'autres univers, par d'autres personnes, et en l'occurrence par les documents que Florent nous avait donnés, on a permis d'augmenter la tranche de taille et la tranche de poids. Parce qu'en fait, les armes qui étaient proposées pour le tir étaient des armes qui pesaient beaucoup et qui étaient plus lourdes que 200 grammes. On était vraiment sur des poids là qui étaient très importants. Et en fait, moi étant en même temps revendeur et j'ai regardé ce qui se faisait en termes de produits dans le commerce, c'était des armes qu'on ne trouvait pas du tout. Ou alors à des prix pas possibles. Donc si on veut aussi que cette pratique puisse se démocratiser, il faut qu'on puisse le faire à partir de quelque chose qui puisse être accessible à tous. Aujourd'hui, si on prend des couteaux de lancer qui sont accessibles dans le commerce, vous pouvez avoir partout dans les coutelleries ou sur Internet, ça va aller entre un couteau en pièce unique, hein. Je parle à l'unité, ça va être entre 7-8 euros jusqu'à une quinzaine d'euros pour ce qui est dans le commerce grand public. Après, si on veut aller dans des armes plus travaillées, plus lourdes, on va passer déjà dans des tranches beaucoup plus importantes de prix. Donc, quand on voit qu'il y a certaines rencontres où il va falloir jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, Florence, c'est jusqu'à 6 armes, je crois, pour tirer sur certaines rencontres. Et puis même la rencontre de vitesse, je crois qu'il en faut encore même plus que 6. Record de vitesse, il leur en faut 20 couteaux. Voilà, c'est ça. Donc 20 couteaux multipliés par 30, par exemple, ça finit par faire une somme. Donc il faut que ça soit accessible aussi pour nos pratiquants. C'est ça. Après, c'est toujours pareil, hein. C'est ce que je vous ai dit depuis le début. On est là sur une trame de travail. On est là sur un document qui va nous permettre à un maximum de personnes de pouvoir pratiquer en sécurité. Et à nous, après, derrière, de pouvoir, peaufiner nos chiffres et nos catégories avec nos critères pour pouvoir pratiquer dans ces catégories-là. Alors, il y a Thomas, je coupe juste, il y a Thomas Porago, là, donc notre Parisien, on va dire. Oula sans méchanceté, hein, Parisien, qui nous pose une question: combien de durée de vie d'un couteau? Un couteau, si tu fais attention, c'est de l'acier, donc si tu fais attention, si tu l'entretiens bien, c'est quasiment éternel, quoi. Ouais, c'est ça. En sachant que dans le support est abordée également la notion de l'entretien, Oui. de vérifier que le couteau soit en bon état, puisse bien se planter, et comment aussi on va pouvoir l'entretenir et éventuellement entre guillemets, le réparer les petits accros qu'il pourrait y avoir pour prolonger sa durée de vie. Quand j'avais fait mon dossier, j'en avais parlé de ça. Oui, ben c'est ça. On a repris ce que tu avais écrit. Ah, bon, bah alors. On n'a pas inventé l'eau chaude, hein. Tant qu'elle existe, t'inquiète pas. autant la reprendre. Voilà. Non, l'idée, là, ce soir, c'est vraiment de vous présenter le travail qui a été fait, qu'on a essayé d'adapter à l'UFOLEP, hein, à ce qu'on est,
à nos particularités aussi d'accueil de jeunes. Et puis de voir après pour développer l'activité avec vous. Hein. C'est vous les pratiquants qui allez pouvoir nous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Hein, c'est pas nous. Nous, on n'est pas là pour. D'abord, vous nous connaissez, pour la plupart, vous nous connaissez. On n'a jamais eu la prétention de dire que l'ACN savait les choses et vous imposer les choses. On a plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire toujours écouter ce que la base et ce que les clubs, et nous, on en fait partie d'ailleurs aussi, hein, puisqu'on est tous dans des clubs, ce que nous, on ressentait dans du vécu des gens sur le terrain pour essayer de mettre en place quelque chose au niveau national. Donc, on se sert toujours de la base, qui est nous, qui sont les pratiquants, pour pouvoir mettre en place quelque chose. C'est clair. Et ça, c'est bien. Il y aura une licence, est-ce que vous y avez pensé, une licence particulière? Alors ça, il faudra voir avec Thomas et puis avec la PAC. Comme il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années, quand on a lancé la Sarbacane, on a demandé à ce qu'il y ait un code spécifique pour la Sarbacane, voir si la PAC veut nous créer un code spécifique ou si on le mettra dans les activités tir à l'arc et Sarbacane. Dans un premier temps, ça va pouvoir se faire comme ça, je pense, mais Thomas va pouvoir nous éclairer. Après, voir avec lui si on peut faire un code. Je te laisse la parole, Thomas. Non, parce que j'allais dire, je pense que peut-être Frédéric a plus d'informations, c'est ça, c'est qu'au début, de toute façon, on ne crée pas forcément de code d'activité à chaque fois. Sinon, là, aujourd'hui, on en a 155, on en aurait beaucoup plus. C'est après, voilà, en fonction du nombre d'adhérents, hein, tout simplement, et voir aussi comment l'activité prend. Moi, après, j'avais juste une question, Rodolphe, peut-être sur les retours. Je laisse la parole à Frédéric avant pour éviter de changer de sujet. Moi, c'était uniquement une question. C'était si jamais il y avait création de code d'activité, on ne passerait pas sur du R3. L'idée, c'est quand même de rester sur du R2. C'est une question. Ça, je ne sais pas du tout. Il faut voir. Ouais, Rodolphe. A priori, pour l'instant, nous, on n'en a pas parlé ni avec Pierre, parce que de toute façon, ce n'est pas ni Pierre ni Isabelle qui auraient la réponse à ça, c'est directement la PAC. A priori, on resterait sur le même niveau d'assurance, de coût d'assurance, disons, pardon, en restant en R2, oui, comme on est à l'heure actuelle sur le tir à l'arc et la Sarbacane. Mais ça, c'est la PAC qui décidera, elle, par rapport à la dangerosité. La Sarbacane, il nous avait mis d'office au départ sur la même catégorie que le tir à l'arc, en disant qu'après, en fonction des problèmes qu'il pouvait y avoir et qui pouvaient être rencontrés sur le terrain, ça pouvait être remonté dans une catégorie plus importante s'il y avait des problèmes qui apparaissaient, mais jusqu'à présent, on n'en a jamais eu. Et c'est pour ça qu'on essaye de bien cloisonner l'activité pour que justement, il n'y ait pas de problème. Voilà. Je vais essayer de reprendre des questions qui apparaissent sur le fil de discussion. Donc, on avait, pour Momo qui nous demandait, Mohamed, qui nous demandait s'il y a-t-il des obligations pour le revêtement de sol. Alors, en salle, franchement, ça va être un peu. Moi, je trouve que c'est très compliqué de le pratiquer en salle parce que, effectivement, le couteau tombant par terre, il peut se planter. Donc, ça peut être, à ce niveau-là, ce n'est pas forcément l'idéal. C'est une activité qui est plus pratiquée soit en extérieur, soit sous des préaux. Donc, on est quand même en extérieur, mais ça peut être partie couverte. À partir du moment où le sol ne peut pas être abîmé. Après, en plus de ça, ça risque d'abîmer les agrès si le support sur lequel il tombe est trop dur. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est des couteaux qui sont pointus. Donc, si vous le faites tomber sur du béton ou sur de la pierre, ça peut l'abîmer. Et d'où l'intérêt après de pouvoir avoir ce qu'il faut pour pouvoir remettre la pointe en état et que ça n'accroche pas. Une autre question après. Plus c'est mou, plus c'est mieux pour que les lames non plantées ne s'émoussent pas. Oui, ça c'est précisé aussi dans le document. On vous dit le type de bois qui est intéressant pour la cible en elle-même, en sachant que par exemple il y a des bois qu'il vaut mieux ne pas prendre, mais ce n'est pas par rapport à la dureté, c'est plus par rapport au rebond, parce qu'il y a des bois qui permettent plus de rebond. Donc ça c'est marqué dans le document, je crois que c'est, pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'est le peuplier, qui est un bois qui est très élastique. Et donc, il y a des rebonds qui se font facilement si l'agrès n'est pas
n'arrive pas sur le côté pointe sur la cible. Donc ça, il faut faire attention. Et par rapport au sol, on a la même problématique. C'est-à-dire que plus le sol va être dur, plus il risque d'abîmer la grille. Voilà, moquette au sol, nous dit Jean-Luc, oui, mais moquette au sol, ça ne va pas empêcher si le couteau il tombe, et encore pire une hache, parce qu'une hache ça fait 500 grammes à peu près pour les grandes. Donc une hache, si elle tombe là, ça ne fait pas du bien. L'idéal peut être de la terre battue ou carrément sur un espace extérieur où tu auras de l'herbe, quoi. Sur un pré, oui, sur un pré, c'est très bien. Oui, Jean-Luc? Oui, Rodolphe, oui. Bonsoir. Bon, moi, j'ai vu pratiquer, pratiquer en salle. En fin de compte, c'est une pièce qui doit faire 10 mètres de long et il n'y a qu'une seule personne qui tire. C'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur qui regarde son lanceur, il lui explique comment on fait, mais il se met sur les côtés. Et moi, je l'ai vu qu'en salle. Tir au couteau, tir à la hache, je ne l'ai vu qu'en salle. Au fond, c'est un mur de bois. Mais effectivement, il y a du rebond et il y a des retours. Effectivement. Après, au niveau coût, tu as dit que ça tournait dans les 7, 10. Bon, une flèche, c'est 30, 35, 40 euros. Tout dépend du matériel que tu as. Et on en a aussi 24 minimum dans le carquois. Donc, je ne pense pas que c'est l'histoire du coût. Alors, excuse-moi quand même, mais là, sur les flèches, le gars qui a 24 flèches à 20 euros, il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup, on peut les compter dans nos clubs. Excuse-moi, là, quand même, là, 500 balles de flèches dans les carquois, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qu'on ait. Après, je suis d'accord avec toi. Maintenant, ce qu'il faut voir, ce n'est pas tellement la personne qui a les moyens de se payer 500 euros de matériel. C'est la personne qui veut débuter et avec quel budget cette personne-là va pouvoir commencer à pratiquer la discipline. Ouais. C'est ça l'important. Donc, de pouvoir dire aux gens que vous pouvez accéder à une pratique avec 3 couteaux, vous en avez pour moins de 30 euros, vous avez votre équipement. C'est ça qui est intéressant de savoir. Après que des gens s'achètent des couteaux à 50 ou 100 euros, il y a des couteaux qui sont forgés à des couteaux à plus de 100 euros pièce. Oui. On les voit, il y a des sites internet où vous avez des gens qui font… Oui, vas-y. Pardon, ouais. Il y a même des couteaux avec des palettes sur le bord des manches, qui n'est pas recommandé pour les débutants parce que les couteaux tombent souvent. Mais il y en a, c'est de la nacre avec de la résine pailletée, tout ça. C'est des œuvres d'art, les couteaux. Mais c'est des mecs qui tirent depuis 10 ans, quoi. Oui, après, c'est le même principe qu'un arc. Je veux dire, on peut commencer avec un arc et pour 100 euros de matériel, on peut commencer une pratique de tir à l'arc. Pour 20 euros, on peut commencer la pratique sportive de la sarbacane. Pour 20 ou 30 euros, on peut commencer aussi la pratique sportive du lancer de couteau. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sport qui est accessible à tous et qui va pouvoir être pratiqué par quasiment tous. Il y a une question d'âge. Voilà. Et après, dernière question, si ça se met en place, que mon ami Odette, qui vient de parler, est intéressée fortement, parce qu'elle m'en a parlé déjà, je serais intéressé d'aller avec elle, travailler avec elle. Puisqu'on n'est pas loin, on est à quelques kilomètres l'un de l'autre. C'est très intéressant de faire ça chez nous. Ouais. Oui. Moi, j'ai vu ça à l'étranger. Mais… À partir du moment où vous pratiquez dans vos clubs, je veux dire, vous êtes les plus à même de dire ce qu'il faut faire et comment il faut travailler. C'est pour ça qu'on fait appel à vous. On n'est pas plus réaliste que le roi. On fait appel aux gens qui pratiquent. Merci, Rodolphe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaierai quelque chose pour le revêtement pour ceux qui peuvent que tirer en salle, hormis le mur en bois au fond. C'est de voir si l'idée de la moquette sur des supports pour faire une sorte de cuvette. Pour les haches, je ne suis pas sûr que ça marche, mais pour les couteaux, peut-être. Alors, pour les couteaux, ça va marcher à partir du moment où la moquette ne sera pas tendue. Oui, il faut la laisser libre, la mettre sur un support en hauteur et la laisser, pas l'attendre, pas essayer de l'attendre, juste la laisser descendre tout seul. La pesanteur va suffire pour la maintenir. Et comme ça va rebondir dessus. Le fait que ça soit tendre comme support, ça va faire que la grès, au pire, se plantera dedans et au mieux, ça servira d'amortisseur et il tombera au sol. Voilà. Mais par contre, je ne sais pas quelle taille il faudrait prévoir parce que tirer à 3 mètres, si le couteau revient sur 3 mètres, c'est-à-dire qu'il faut 3 mètres de moquette. Et en fait, c'est comme pour le tir à l'arc avec le filet. On est sur le même problème, c'est la même problématique. Ouais.
Donc après, d'où l'intérêt d'avoir en salle d'avoir plutôt un mur de bois derrière ou un mur de paillot. Hein. Ça peut être un mur de stramite, hein, tout simplement derrière, parce que dans la paille, ça va rentrer dedans, mais la paille, elle va se remettre en place, donc ça va pas poser de problème. Ça ne va pas l'abîmer plus que ça. On ne va pas tirer dedans en permanence. Je ne vous dis pas de tirer dans le paillon, hein, par contre, attention, c'est deux choses différentes. Mais pour la sécurisation du pas de tir et du mur derrière, un paillon de céramite, ça peut faire office. Hein, il y a un mur de tir. Pour la hache, c'est plus délicat parce que les haches, alors la hache est très peu pratiquée en club, juste en club de pratique sportive, je dirais, parce qu'elle est beaucoup pratiquée quasiment dans tous les départements maintenant en France, dans des bars. Dans des bars ou dans des lieux de loisirs nocturnes, je dirais. C'est-à-dire il y a des bars qui font des bars de lancer de hache, où en fait il y a des cages qui sont mis en place avec Du grillage sur les côtés. Donc vous avez du grillage latéral et du grillage dans le fond derrière la cible. Hein, donc on est vraiment dans une cage pour pouvoir pratiquer le lancer de hache. C'est sûr, il faudra peut-être arriver à ça dans nos règlements. Pour l'instant, l'idée c'est de rester déjà sur tester la pratique et voir si ça va ou pas. Voilà. On en parler. Oui. Oui, pardon. L'avantage de ces cages, c'est pour les débutants. Ça permet aussi d'être plus serré, mais chacun dans notre couloir, parce que là, il n'y a plus la question du retour ou tout ça. Par contre, ils sont bloqués maximum jusqu'à 5 mètres. Quoi. Oui, plus loin, ils ne tireront pas. Quoi. Et puis après, ça demande un investissement beaucoup plus important aux associations. Donc, d'où l'intérêt de faire un pas de tir en extérieur avec de l'espace. Voilà, si on a de l'espace, on peut le faire. Mohamed, tu voulais poser une question, tu as levé la main. Oui, à écouter cette nouvelle activité, enfin, pas d'aujourd'hui, mais on trouve la même similitude que le dart avec les fléchettes, c'est-à-dire que tout le monde avait tendance à les lancer fort, et en fin de compte, quand tu es dans une distance de 3, 4, 5 mètres, ce n'est pas la puissance que tu mets. Donc, c'est vrai qu'au niveau pédale, si on peut initier à lancer sans mettre trop de force, ça changera l'idée qu'on se donne, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être bourrin pour faire cette activité puisque c'est un jeu d'adresse. Et du coup, je pense que initier à cette pratique avec de la souplesse et plutôt que de la force, ça peut être un plus dans la méthode PEDA pour initier. C'est le cas qu'on rencontre quand on démarre un club de tir à l'arc, on regarde la réglementation, oui, dans un gymnase, c'est 25 mètres. Oui, ok, très bien. Pendant ce temps-là, on arrose à 25 mètres. Donc, il faut bien revenir sur les fondamentaux un petit peu au début pour après progressivement. Oui, de toute façon, on s'aperçoit quand on teste le lancer de couteau, ce n'est pas la puissance qui est importante. C'est exactement comme pour le tir à l'arc et la sarbacane, c'est la répétition du même geste. Parce qu'il va falloir apprendre à gérer justement sa puissance pour pouvoir lâcher le couteau, toujours de la même manière, c'est-à-dire que normalement on le lance comme ça, de haut en bas. Le mouvement du bras est comme ça, mais il ne faut pas forcément essayer de vouloir donner un coup trop violent parce que sinon on casse le poignet. Donc là, le couteau va partir plus en rotation. Il ne faut pas le faire trop violemment, il faut le faire toujours avec la même rigueur, avec la même puissance. Et le même lâcher systématiquement. C'est là où est la complexité. La complexité n'est pas forcément de tirer fort, ce n'est pas une question de puissance, comme pour le tir à l'arc, c'est juste une question de régularité. Hein, Florent, tu es d'accord avec Tout à fait. Toi, tu as plus d'expérience. C'est moins dangereux qu'avant quand on jouait à la pichenette, quoi. Oui, déjà pour ceux qui ont connu. Oui, déjà avec la pichenette, tu n'avais pas un adulte derrière qui disait non, là c'est dangereux, sinon tu ne l'aurais pas fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez voir? Donc l'idée là, je résume, c'est si vous êtes intéressé de mettre en place ces pratiques-là dans votre club, vous pouvez les tester, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et puis si vous voyez que c'est une activité que vous voulez développer, là je vois dans le 13, Jean-Luc, Odette, voilà, si c'est des activités que vous arrivez à mettre en place dans vos clubs, et bien voilà, venir participer.
à l'effort de guerre, hein, et à travailler sur les supports de la discipline. Et Rodolphe, je pense à ceux qui regarderont le replay. S'il y a des gens voilà, qui essayent aussi dans leurs assos et qui ont des propositions à faire, pas forcément rentrer dans le groupe de travail, mais qui ont des propositions à faire, ils s'adressent directement à toi. C'est ça? Voilà, oui. Donc, Ok. je le redonne à l'oral pour ceux qui vont qui vont écouter la web conférence là. Donc rblancpin@ufolep.com. rblancpin@ufolep.org. L'adresse sera reprécisée dans tous les cas quand on diffusera le lien de la visio, aussi bien sur Gestac, sur Facebook et également sur YouTube. Qui c'est qui travaille avec la PAC? Alors, la PAC, bon, après, là je parle sous couvert de Thomas, hein, la PAC, en fait, c'est une assurance qui permet à nous, licenciés et tous les fédérés de l'IFOLEP et de la Ligue de l'enseignement, d'avoir une couverture d'assurance. C'est ça. C'est un groupement, si je ne me trompe pas Thomas, c'est un groupement d'assureurs qui a un cahier des charges en fait, qui est envoyé et qui assure pour nos activités. Ça, je le sais, puisque nous, on est à la PAC. Mais qui c'est qui va assurer le lien entre celui qui va tirer au couteau, donc toutes les difficultés, et la PAC? Parce que la PAC, oui, ils vont peut-être mettre une assurance sans connaître vraiment toutes les difficultés, tous les inconvénients que l'on peut avoir dans un club. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui se mette en rapport avec la PAC. Non, mais la PAC au niveau national va nous demander, quand on va lui dire il y a l'activité lancée de couteau, la PAC va nous demander donnez-nous vos règlements et comment c'est pratiqué, pour savoir comment l'activité est mise en place. Alors ça, c'est les documents qu'on a mis en place, justement, les documents support qu'on met à la disposition de tout le monde qui vont servir de documents de référence pour la PAC. Sauf erreur de ma part, on a un référent à PAC également au national. Tu me corrigeras si je me trompe, Thomas, mais il me semble qu'on a un interlocuteur privilégié. Ouais, bah, enfin, tu veux dire du côté de l'UFOLEP? Ouais, du côté. C'est soit ouais. Benoît Béor, soit Pierre Chevalier. Enfin voilà, il n'y a pas forcément de référent, il me semble, mais c'est peut-être les deux qui gèrent le mieux, en tout cas, cette question assurantielle et surtout les relations avec la PAC. Dans tous les cas, Charles n'est pas directement dans la boucle, mais Pierre Chevalier l'est par l'intermédiaire de Thomas ce soir, mais également via Isabelle Chussot quand on envoie l'ensemble des documents. Donc, il fera le lien sans aucun souci par rapport à ça. Si la PAC a besoin de plus de précision, je ne doute pas qu'il reviendra vers nous pour avoir plus d'éléments. Nous, on se retournera vers les clubs qui pratiquent, donc notamment Florent, pour avoir aussi plus de précision. Pourquoi pas aussi faire des essais, hein, s'il le faut. Voilà, après, on peut tout imaginer sauf ce qui pourrait mettre en danger quelqu'un, c'est clair. On ne va pas demander à Florent, vas-y, fais des tests à 3 mètres de lancer la hache contre un mur en carrelage, quoi. Ça, c'est clair. On connaît déjà le résultat. Oui, moi aussi, mais bon. C'est surtout la responsabilité de chacun, parce qu'il y aura la responsabilité du président et la responsabilité de la personne qui va tirer, quoi. Absolument. Donc, il va falloir mélanger bien les choses. D'accord. Merci. C'est pour ça qu'avec Pierre et puis Isabelle, quand on a fait la réunion, il y avait Sébastien qui était là aussi, on était tous les quatre. La première chose qu'ils nous ont rappelé, mais qu'on avait bien en tête aussi, hein, mais sur lequel ils ont insisté, c'est sur l'aspect sécurité. Et ils nous ont demandé de blinder, entre guillemets, hein, les documents par rapport à ça. Donc, on a repris tous nos documents en urgence. Ça, c'était vendredi matin. Donc, il a fallu retravailler ce week-end. On a passé... on a fini tard hier soir avec Sébastien, mais il a fallu retravailler, revoir tous les documents pour s'assurer que l'aspect sécuritaire avait bien été écrit, que c'était bien noir sur blanc et compréhensible par tous, pour qu'il n'y ait vraiment aucun doute par rapport à ça. D'accord. Voilà. Merci. Après, si vous, quand vous les aurez lus, les documents, vous avez des remontées à faire par rapport à ce qu'il y a écrit, aucun problème. Ces documents-là, maintenant, on a la base de documents qu'on a sur le site de la PSL et qui sera bientôt sur le site de l'UFOLEP, spécifique à la CNS Tiralaf et Sarbacane,
on va pouvoir mettre après sur tous ces documents-là sur notre site à nous. Ces documents-là, on les date systématiquement. C'est-à-dire qu'on met version, enfin là, on met, vous verrez ceux qui sont sur la PSLE ce soir, c'est ceux de janvier 2022. Demain ou après-demain, quand Lauriane aura le temps de les mettre, ça sera marqué février 2022. À chaque fois qu'il y a une évolution, on met la date de l'évolution pour qu'il n'y ait pas de confusion possible et que ce soit vraiment la dernière version qui puisse être téléchargeable. L'idée, c'est que vous n'ayez pas besoin de les stocker vous, mais que vous ayez toujours le support ou les rechercher et que ce soit la dernière version qui soit téléchargeable et pas une version obsolète. Très bien. Merci. Dans tous les cas, concernant la sécurité, etc., on sera d'autant plus attentif au départ et on vous demandera à 300% de nous remonter tout souci que vous pourriez rencontrer, aussi bien technique, aussi bien sécurité. Ben voilà, vous avez essayé tel type d'arme et finalement, il peut s'avérer que c'est dangereux par rapport à l'usinage peut-être. Peut-être que vous tomberez un jour sur une mauvaise série. Ben voilà, tout ça, il va falloir effectivement qu'on puisse le remonter pour informer l'ensemble du réseau si jamais il y avait un souci de fabrication. Et puis nous aussi, hein, Rodolphe en sait quelque chose. Si jamais il y avait un défaut de fabrication et l'information venait du fabricant, bien sûr, le réseau serait dans tous les cas prévenu, puisque là-dessus, c'est pas comme si je vais prendre un exemple qui fera peut-être sourire, mais c'est pas comme si c'était l'élastique d'un maillot de bain qui lâche. Là, c'est de la sécurité, quoi. C'est pas le fait juste de se retrouver les fesses à l'air, si je puis dire. Oui, c'est pas comme si c'était un problème moteur dans une Renault Mégane de 7 ans, quoi, qui casse, qui fout le feu à la voiture. Non, c'est pas la même chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des vidéos assez constructives qui existent? Oui. Parce que en même temps, là, sur un autre écran, j'en vois d'autres qui sont en Bretagne, c'est très festif avec un verre à la main. Et bon, nous, on s'acharne en UFOLAB, veiller à la sécurité, mais là, c'est un peu la fête du kangourou, quoi. Il y a des stands avec des protections, avec des filets verts. Bon, voilà, je voulais savoir s'il y avait des vidéos qui étaient assez construites, de façon à ce que si on présente, on veut développer l'activité, eh bien, on puisse s'appuyer sur quelque chose qui tienne la route plutôt que des grandes fêtes qui existent, hein, qui devaient être sympathiques en soi, mais là, c'est que des habitués. Et, voilà, donc c'est... Il y en a un sur YouTube qui explique bien, pas au point de vue sécurité parce qu'il est tout seul. Et je ne me souviens pas qu'il ait fait une vidéo là-dessus. Mais sur les techniques de lancer, le matériel, tout ça, et c'est le lanceur d'âme. Je vais vous envoyer un lien. Ah oui. Oui, il explique comment faire pour se positionner pour tirer, s'il faut reculer un petit peu parce que la grêle n'est pas arrivée droit sur la cible, etc. Il explique bien comment faire, effectivement. Lanceur de lame, pardon. Voilà, lanceur de lame. D'accord, merci. Merci. Je vais vous envoyer un de... Il en a plusieurs, oui. Ah ouais, non, il en a quelques-unes et j'avais commencé à discuter avec lui aussi. Où c'est que je peux envoyer le lien là-dessus? Ah ben oui. Sur le côté, tu peux écrire, tu vas dans discussion en dessous. Hop, et là, tout le monde. Et voilà. Normalement. Voilà. Et il est très bien. Il est, je crois qu'il est de vers chez toi, Rodolphe. Il est au-dessus de Bordeaux un peu. Comme moi, alors, si c'est au-dessus de Bordeaux. Beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin. Il est dans le nord, quoi, tu veux dire. Ouais, oui, voilà, ouais. Oui, pardon. Au-dessus du Barthénard-Cachol, c'est le nord. Nous, c'est l'Adour. Ah oui, carrément. Ah, oui. À Tarbes, tu as l'Adour qui passe, au-dessus, c'est le nord. Et je vais essayer de le contacter. J'ai besoin de lui parler à lui. Alors, l'idée, ça va faire un peu comme la Sarbacane. Hein. La Sarbacane, quand on l'a créée, il y avait déjà des gens qui l'avaient. Des associations qui regroupent des pratiquants aussi. L'idée, ce n'est pas de faire une fédération concurrente, entre guillemets. Hein. C'est nous, dans nos pratiques et dans nos sciences, permettre à des gens qui sont adhérents chez nous de pratiquer une autre discipline, un autre sport, qui est le lancer de couteaux et de haches. Voilà.
Donc, on n'est pas là pour manger les autres, on n'est pas là pour imposer nos règlements ni quoi que ce soit. On est juste là pour permettre à nos pratiquants de pratiquer en toute sécurité un sport qu'ils ont envie de faire. Et voilà, c'est le reproche un peu qui nous avait été fait sur la Sarbacane. Maintenant, ils ont compris notre démarche. Mais au départ, c'était un peu, on avait été perçu un peu comme ça. Non, on n'est pas là pour manger les autres, on est juste là pour travailler avec. En sachant que la différence entre eux et nous, entre guillemets, sans aucune méchanceté, c'est que nous, on est une fédération qui existe, avec pignon sur rue, avec des règlements, des responsables aussi, entre guillemets, alors que les autres ne font pas forcément une pratique. Alors déjà, ils ne sont pas forcément tous en associatif, donc en individuel, c'est des fois un peu compliqué, et ne sont pas fédérés. Seulement, il n'y a pas de fédération française de lancer de couteau, enfin de vraie fédération française, c'est-à-dire avec une reconnaissance de l'État. Après, des gens qui se disent fédération française de plein de choses, il y en a toutes les pratiques sportives. En l'occurrence, il n'y a pas de. On est dans des sports qui ne sont pas réglementés au niveau de la pratique sportive. On a vu avec Pierre, il n'y a aucun règlement sportif qui existe par rapport au lancer de couteau et de hache qui est reconnu par le ministère des Sports. Si je ne dis pas de bêtises, hein, Thomas, normalement, c'est sous couvert. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, non, j'écoutais parce que moi j'étais sur un autre truc en même temps, mais oui, c'était ça. Voilà. Question. Donc, on a fait déjà un beau tour là ce soir. Mais je vais commencer moi à m'entraîner un peu, à continuer à m'entraîner, parce que j'ai des couteaux et j'ai des superbes bâches qui m'ont été envoyées par Rodolphe. Et il faut que je teste un peu plus les techniques, les positions et tout. C'est pour ça que je vais contacter le jeune homme. Juste pour une petite info, la dernière vidéo que je vous ai partagée sur la discussion, c'est uniquement sur les cibles qui parlent. D'accord. Voilà. Et donc, je vais m'entraîner. Tu vas très vite recevoir des retours. Merci. J'attends tout vos retours. Il n'y a pas de problème. Et ça serait malheureux que je dise ben non, je ne participe pas à ça. Les couteaux, maintenant, vous les trouvez où? Alors, les couteaux, Rodolphe en a quelques-uns. Il faudra que je les teste aussi. J'en ai quelques-uns. C'est mon frère qui est maréchal Ferrand qui m'en a fait quelques-uns. Ils sont bien. Après, ouais, on déconseille fortement de prendre les couteaux de la cuisine. Quoi. Ah ouais. Mais sinon, vous avez... ouais, mais ils sont chers. Tourangelle, ils sont hyper chers en couteau. Donc, je vous dis, moi, les couteaux, ça commence la journée des petits de 10 cm qui font des 3 pour 14 €. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont abordables. Sur Internet, vous avez des sites qui en vendent. C'est plus difficile à trouver en coutellerie parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais sur Internet, vous les trouvez très facilement. Et vous les avez aussi sur le site où je vends les sarbacanes, puisque vous les avez qui apparaissent dans un onglet spécifique pour le lancer de hache. Vous avez les deux qui sont proposés. Voilà. Par contre, je vais être embêtant, Rodolphe, mais il faudrait que sur ton site, tu précises le poids des couteaux. J'ai commencé à le faire. Ah, d'accord. Sauf que je n'ai pas eu le temps de tout reprendre. Il faut que je les pèse tous les uns après les autres parce que tous les fabricants ne précisent pas les poids. Donc, il faut les reprendre. Là, en agrès simple, c'est-à-dire vraiment le basique, comme on a vu en photo tout à l'heure, vous avez 3 tailles. Ça va du 17 cm au 24 cm. Voilà. Donc, ça vaut entre 7 ou 8 € à 11 €, je crois, si je me souviens. Avec l'étui de protection individuelle après qui est fourni avec. Je vais vous donner un ordre d'idée, mais après vous pouvez les prendre. Il y a plein de sites qui rendent comme ça, bien sûr. C'est pas une publicité pour moi que je fais. Ça en avait partout ailleurs, il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas m'offusquer si vous ne les prenez pas chez moi. Tu en as de 20 cm? Je crois que j'ai 17, 19. Ah, 19, oui, j'ai trouvé. Ils sont jolis en plus.
Ah ouais, mais ils ont des plaques ABS sur le côté. Non, il n'y a pas de plaque. Ah, c'est un manche. Il n'y a pas de plaque. C'est un modèle basique, petit noir et rouge. Ouais, non, c'est un manche rouge, ouais. Bon, je pense que si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là. Je ne sais pas, Sébastien, ce que tu en penses. Pas de souci de mon côté. De toute façon, si d'autres questions vous venez par la suite, n'hésitez pas à les transmettre à Rodolphe. Et puis, ça peut être l'occasion, du coup, après, pour faire des compléments, hein, et puis vous envoyer d'autres infos au fur et à mesure. N'hésitez pas à nous dire dans la foulée, à envoyer un mail à Rodolphe, hein, également, si vous souhaitez donc intégrer le groupe de travail. Plus on est de fada, entre guillemets, je vais prendre un terme du Sud, puisque je suis en minorité avec Thomas, on va dire. Plus on sera de fous, plus on pourra avancer, en sachant qu'on n'a pas forcément de date butoir. On va prendre notre temps, prenons le temps de bien faire, ne nous précipitons pas. Si ça sort dans un an, ça sort dans un an, ça sort dans 2 ans, ça sort dans 2 ans. Mais voilà, il y a du boulot, on en a tous à côté également dans nos clubs, dans nos activités professionnelles, extra-professionnelles. Donc voilà, restons humbles par rapport à ça, avec cette envie et ce désir d'avancer. Et puis, on pourra faire du travail de qualité par rapport à tout ça. Très bien. Très bien. De toute façon, les 2 supports qui sont mis en place pour le moment sont corrects. Vous pouvez vous en servir. C'est un outil pour pouvoir commencer à pratiquer la discipline. Il n'y a pas de problème. Parce que ça a été relu, ça a été envoyé au national, vérifié par le CTN. Donc, ça va commencer à être diffusé là assez rapidement par les techniques nationales. Il n'y a aucun souci, c'est une activité qu'on peut mettre en place telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et pour l'évolution, effectivement, Sébastien a raison, on prendra le temps qu'il faut pour faire les évolutions. Et on ne va pas se presser à faire quelque chose d'à peu près. Il vaut mieux qu'on attende un peu plus pour faire quelque chose avant qu'il soit abouti. Je propose, si c'est possible, à Sébastien de reprendre aussi les adresses, pas les adresses, mais excuse-moi, je cherche le mot. Les liens des vidéos. Les liens des vidéos, on va le mettre sur une page qui sera sur la PSL. Je te les ai envoyés, Rodolphe. Oui, voilà. Bon, on va remettre aussi tous les liens vidéo là, sur une feuille à part qui sera mise dans l'onglet pareil couteau et hache sur le site de la PSL. Donc, vous pourrez aller les regarder aussi via le lien que je mettrai sur le site de la PSL. Voilà. Merci pour votre participation. Merci à toi. Merci à toi. Merci encore à nos travailleurs de l'ombre, les délégués, Thomas, voilà, qui sont des gens qu'on ne voit pas et qui font un travail énorme. Et donc, merci à eux parce que c'est pas le plus marrant. Ils ne sont pas de côté animation et comme nous, on peut être au contact directement avec nos pratiquants. C'est un travail fastidieux qu'ils font et encore bravo d'être venus et de prendre du temps pour nous écouter. Merci. Merci à vous, Allez, merci merci. CNS. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au À revoir. bientôt. Ouais. Voilà. Voilà, monsieur. C'est parfait, ça a été. Bah, ma foi, très bien, bravo. Attends, hop.